Allez, nous poursuivons ces rencontres avec les artistes que vous allez retrouver durant ce festival, cette nouvelle édition. Nous sommes avec Yves Paul pour ce spectacle Hugo, l'interview, que nous retrouvons à l'Essaillon du 5 au 28 juillet, et c'est à 11h45. Bonjour, merci d'être là. Le son va arriver, de petites secondes. Hugo, l'interview, quand on pense à Victor Hugo, on sait que c'est forcément au même titre, probablement, que la Tour Eiffel, le symbole de la littérature française. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce spectacle, Hugo, l'interview? C'est des œuvres un petit peu moins connues, comme son journal, Chose Vue, comme William Shakespeare, une œuvre que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert là. Ses lettres, ses discours. C'est des œuvres que j'adore et dans lesquelles il est simple, il est touchant, il est même drôle parfois. Et j'en ai fait une interview de ces textes-là, comme si aujourd'hui on pouvait invoquer son esprit pendant 1 heure sur scène. Il y a une journaliste qui l'interroge et chaque réponse c'est dans les mots de Victor Hugo uniquement. D'accord, donc le principe c'est ça, c'est pour ça que ce spectacle s'appelle Hugo l'interview. Vous êtes sur scène et il y a une voix qui vous pose des questions et Victor Hugo que vous incarnez répond à ces questions, c'est ça? Exactement, je voulais que ça soit vivant. Donc je voulais pas d'un récital avec une musique pour lier des textes déconnectés. Donc j'ai imaginé qu'aujourd'hui on pouvait invoquer son esprit comme lui à l'époque faisait tourner les tables pour invoquer l'esprit de sa fille. La journaliste l'interroge, elle lui pose des questions sur tous les sujets, sur sa vie, sur son enfance, sur la politique, la littérature, la religion. Et chaque réponse, c'est que des montages d'un ou plusieurs textes de Victor Hugo. J'essaye de faire en sorte qu'on ne voit pas les coutures. D'accord. Alors c'est vrai que quand on évoque Victor Hugo, on a très souvent à l'esprit, je dirais, ce côté très visionnaire de ce personnage. On le dit encore aujourd'hui, Hugo le visionnaire, sur tous les points de vue, que ce soit social, culturel ou autre, un homme très très engagé. Est-ce que, quand vous avez travaillé sur ce spectacle, est-ce que vous avez encore découvert des choses sur Victor Hugo? Je le connaissais déjà bien, mais oui, j'ai découvert des choses, sa vision sur la religion, sur le fanatisme, des choses, des considérations sur l'égalité entre les hommes, des notions vraiment universelles et qui se retrouvent à la fois dans ses discours et dans des articles qu'il a écrits, dans ses correspondances aussi. Et ouais, c'est assez magnifique et c'est assez, c'est très actuel pour nous aujourd'hui parce que ça reste un langage simple et ça nous touche directement parce que c'est des situations qu'on vit encore aujourd'hui et ça peut aussi paraître un peu troublant, non, de retrouver comme ça. Je me mets à la place du spectateur. Ça peut paraître troublant d'écouter finalement des textes de Victor Hugo qui nous parlent encore aujourd'hui et auxquels on peut, mais de manière très simple, faire allusion et faire référence. Oui, comme vous dites, il était à la fois visionnaire, mais d'un autre côté, on peut aussi dire que l'homme n'a pas vraiment beaucoup changé. C'est ce que j'allais dire finalement. Est-ce qu'il faut, je vous pose la question comme ça, mais est-ce qu'il faut considérer que c'est une déception? Est-ce qu'on peut penser que l'homme ne changera jamais? Son message est plutôt plein d'espoir. C'est vraiment, c'est un homme qui avait une foi incroyable dans le progrès et dans l'homme. Pourtant, je sais que c'est quand même Victor Hugo, un homme qui est aussi passé par des problèmes et des souffrances personnelles, la perte de sa fille, etc. Et pourtant, on a toujours à l'esprit Hugo le combattant, Hugo le guerrier qui avance et qui est près de tous les problèmes. Dans mon spectacle, c'est plus Hugo l'homme qui est caché derrière toute cette légende-là. Effectivement, c'était le Hugo que je connaissais au début, parce que je le connaissais par son théâtre, par Les Misérables, par Notre-Dame de Paris. Donc j'imaginais un géant capable de déplacer des montagnes. Mais là, j'ai découvert un homme plus simple, plus touchant, et je l'aime encore plus maintenant.
Alors c'est vrai que Victor Hugo a toujours été la cible, si j'ose dire, des artistes. Il a très souvent été évoqué, vous le disiez, Notre-Dame, Les Misérables. Je pense aussi, il y a quelques années, avec ce spectacle de Gérard Berliner, qui évoquait musicalement Victor Hugo. À votre avis, qu'est-ce que vous avez apporté de différent, justement, au-delà de quelques textes qui, bien évidemment, ne sont pas forcément connus? Les deux choses, c'est quand même le choix des textes, parce que c'est des textes qui me sont propres, des textes où l'accent est mis sur l'homme lui-même, alors que le spectacle auquel vous faisiez allusion, qui était magnifique et que j'ai pas eu la chance de voir, j'ai vu seulement des extraits sur YouTube, mais c'était plus l'homme politique, avec quelques extraits sur sa fille, effectivement. Mais c'est donc le choix des textes, et c'est aussi ce choix d'avoir la confrontation entre cet homme-là et la journaliste d'aujourd'hui. Donc ça crée un peu des étincelles. C'est aussi volontaire que vous avez décidé de parler de Victor Hugo, d'amener Victor Hugo sur scène de cette manière-là, avec ce procédé qui est celui de l'interview. C'est finalement assez original. Comment vous est venue cette idée? C'est un lien finalement entre les différents textes? C'était au dernier moment, en fait. J'avais rassemblé l'équivalent de peut-être de 12 heures de spectacle au fur et à mesure de mes lectures. Je m'étais penché pendant 2 ans dans tout ce que je pouvais trouver de Victor Hugo. Et juste avant le Festival d'Avignon, quelques mois avant, j'ai eu cette idée d'en faire un dialogue. En fait, je voulais pas que ça soit juste un monologue, Victor Hugo tout seul, fou, dans un coin, en train de raconter sa vie. Et donc j'ai imaginé ce personnage de la journaliste, une journaliste actuelle, et ce qui permettait à Victor Hugo à la fois de parler au public de cette émission de radio, parce que j'ai imaginé que c'était une émission qui s'appelle Un jour une légende. Chaque jour un nouvel esprit de grand homme vient parmi nous et puis on l'interroge. Et donc ça fait cette confrontation et ce dialogue entre notre monde actuel et son monde à lui. Dans le dossier que j'ai lu qui présente ce spectacle, Hugo l'interview, vous parlez de pourquoi Hugo aujourd'hui, par rapport à la laïcité, également. Oui, il y a beaucoup de textes qui parlent de sa relation à la religion, parce que c'était un homme qui était profondément religieux, mais il a vécu à une période où le clergé cherchait à s'immiscer énormément dans la politique, et il a lutté, il faisait partie des gens qui luttaient vraiment contre l'influence du clergé, notamment en matière d'éducation. Et ça fait partie de ces grands combats qui est souvent oublié, à côté de son combat contre la peine de mort. Bien sûr. Hugo et la liberté, notamment la liberté d'expression, pour évoquer le côté politique et l'aspect politique de l'homme. Oui. La liberté, ça a été son guide pendant toute sa vie. C'était à l'origine, en fait, c'est un mot qui a guidé la vie de son parrain, Victor Fano de Lahorie, qui est très peu connu aujourd'hui, mais qui avait été proscrit, condamné à mort, et que le père de Hugo a caché dans son jardin, au couvent des Feuillantines. Et c'est quelqu'un qui a conseillé Victor Hugo, enfant, qui lui a appris des choses et qui un jour a été condamné à mort par l'Empire, par Napoléon. Et c'est une sorte d'acte fondateur du Victor Hugo politique. Vous qui avez étudié comme ça Victor Hugo avant bien évidemment de venir présenter ce spectacle, comment Victor est devenu Hugo? Comment se fait-il qu'il soit devenu ce personnage incroyable, riche et si près de l'être humain finalement et de tous ses combats? C'est quelqu'un qui s'est construit, à mon sens. C'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, n'a eu de cesse de construire l'homme qu'il voulait être.
Et ça s'est vu même d'un point de vue physique. C'est quelqu'un qui, quand il était jeune, c'était la mode romantique, il était imberbe, il avait les cheveux longs, et sur la fin de sa vie, il avait laissé pousser sa barbe, et il en était devenu encore plus beau. C'est vrai. Il avait une sagesse incroyable dans l'œil. Pendant toute sa vie, il est devenu cet homme-là, il est devenu Victor Hugo. Ça a été une construction progressive. Alors, je rejoins ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on parle de Victor Hugo, on a cette image de ce personnage avec la barbe, et effectivement, ça peut-être aussi expliquer que finalement Victor s'est construit pour devenir le Hugo qu'on connaît tout au long de ces années, et qu'il a trouvé l'éclosion finale peut-être vers la fin de sa vie, avec l'image que nous avons tous de Victor Hugo. C'est un peu ça. Et c'est l'exil aussi qu'il a changé. C'est un homme qui, dans ses mots, il disait de lui-même qu'il avait traversé beaucoup d'erreurs. C'est quelqu'un qui a suivi plusieurs courants politiques dans sa vie, mais qui a tâché toujours d'être dans le vrai, d'être sincère et de rechercher la liberté toujours. Et malheureusement, il y a eu des errements à la fois dans l'époque et lui dans sa vie. Mais l'exil tamise, comme il disait. Et ça a fait de lui, je pense, un homme meilleur. Il a pu se concentrer sur sa poésie, sur ses œuvres. Et c'est grâce à son exil qu'on a eu Les Misérables et La Légende des siècles et d'autres œuvres monumentales. Juste avant de faire une petite pause musicale, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que dans le siècle que nous traversons aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des hommes comme Victor Hugo? Oui. Oui. Oui, lui-même disait que la poésie ne peut décroître. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut croître. Oui, c'est Hugo. Merci beaucoup Yves-Paul, on va continuer un petit peu à échanger avec vous, on fait juste une petite pause musicale. Allez, on va terminer cette interview justement de Hugo, l'interview avec Yves-Paul. On va un petit peu passer du temps sur votre carrière. J'imagine bien et je devine que vous êtes bien évidemment un passionné de Victor Hugo. C'est impossible de faire autrement pour présenter un spectacle comme celui-ci. Quel a été votre parcours artistique? En fait, j'ai commencé quand j'étais jeune. J'avais un professeur d'anglais qui était absolument passionné par Shakespeare. Et il nous traduisait tous les ans une nouvelle pièce de Shakespeare. Ah oui? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai joué dans 13 Shakespeare différents. On a créé un festival Shakespeare, c'était dans la cour d'honneur d'un château en Ardèche. Et on en a fait une sorte de festival international de théâtre amateur à l'époque. Et il y a des troupes qui venaient à la fois d'Écosse, d'Angleterre, du Maroc, d'Allemagne. Pour présenter les pièces de Shakespeare. Ouais. Exactement. Et nous, du coup, on faisait des échanges avec ces troupes-là. Donc j'ai joué à Stuttgart, j'ai joué à Marrakech, j'ai joué au Fringe Festival à Édimbourg. J'ai même joué à Stratford-upon-Avon. En l'an 2000, il y avait une sorte de programme qui s'appelait le Millennium Link Project, où toute une série de compagnies du monde entier venaient jouer du Shakespeare là-bas. Donc j'ai joué Shakespeare en français à Stratford. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'était en français ou en anglais? Oui. C'était présenté en anglais. Vous avez trouvé des similitudes entre Shakespeare et Victor Hugo? Est-ce qu'il y a J'en parle un petit peu dans le spectacle. Hugo avait une passion pour Shakespeare. Et le fils de Victor Hugo, François Victor, a traduit toutes les pièces de Shakespeare. C'est la première bonne traduction, disons, de Shakespeare, parce qu'avant, en français, on oublie maintenant, Shakespeare était traduit en vers, ce qui est assez incroyable pour nous aujourd'hui. Et donc il y avait plein de mauvaises traductions qui circulaient. Et François Victor en a fait des relativement bonnes qui maintenant ont été reprises et transformées. Et c'est d'ailleurs une des œuvres que j'utilise beaucoup dans mon spectacle, qui s'appelle William Shakespeare, et qui à l'origine était une œuvre de Victor Hugo qui était censée être simplement la préface des traductions de son fils, de François Victor.
Et Victor Hugo a débordé et il en a fait une sorte de manifeste littéraire, politique, religieux aussi. Il parle dans ce livre de ce qu'est le génie. Qu'est-ce que c'est l'art? C'est passionnant. Vaste question. Juste pour terminer, s'il fallait citer, alors ça va être très difficile ce que je vous demande là, mais s'il fallait citer une phrase de Victor Hugo qui devrait finalement être la phrase écrite à nos côtés, qui nous accompagne tout au long de notre vie, pour vous, quelle serait cette phrase? Celle qui me vient, c'est l'homme est ce qu'il est, vaut ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir passé ce moment. Hugo, l'interview, c'est à l'Essaillon. C'est à 11h45. Vous faites des relâches? Juste le dernier jour, le 28. Parfait. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent festival. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hugo, l'interview.